Madame, Monsieur, quel plaisir de vous retrouver pour la dernière édition du journal à la une de l'actualité. La jeunesse de Côte d'Ivoire conviée à la première édition de la foire dédiée à l'emploi et au recrutement. Des dizaines d'opportunités leur y sont proposées pour tous les profils de carrière et d'entrepreneurs. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique. Durant 5 jours, ce sera le Palais de la Culture de Treichville qui abritera le dit événement. C'est une information qui intéresse au plus haut point les usagers du tronçon Cocody-Plateau. Le pont Alassane Ouattara reliant les deux communes sera fermé à la circulation pendant 4 week-ends pour les travaux de nettoyage, action qui intervient avant la remise définitive de l'ouvrage par son constructeur à l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, un cas de rage canine confirmé en février dans le village de Sassako, près de Jacquesville, après plusieurs soupçons. Fort heureusement, la propagation du virus a été empêchée, mais la lutte se poursuit. Nous plongerons avec Victorine Yoboué dans le quotidien de ces acteurs qui luttent contre la rage. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous. Merci de rester fidèles au journal de RTI 1. On ouvre cette édition dans les murs de l'hémicycle. Le ministre du Budget et des Finances y était face aux députés membres de la Commission des Affaires économiques et financières. Adama Coulibaly a présenté le projet de loi de ratification d'ordonnances relatifs au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde. Le texte précise que la noix de cajou brute transformée sont exemptées de paiement de droit unique de sortie. Cette initiative de l'État ivoirien vise à soutenir le développement de la transformation locale du produit. Le texte de loi a-t-il été adopté? Réponse avec Konaté Moussa et Conan Barnabé. L'État de Côte d'Ivoire veut encourager la transformation locale de la noix de cajou. Désormais, les noix de cajou transformées pour être exportées sont exemptées du droit unique de sortie. Le projet de loi de ratification d'ordonnances relatif au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde est présenté aux membres de la Commission des affaires économiques et financières. Il s'agit d'un texte qui vient apporter simplement des clarifications sur la position tarifaire qui doit faire l'objet véritablement de taxation. Comme vous savez, quand on parle d'anacarde, il y a 2 produits essentiels de la filière qui sont exportés. Il y a les noix brutes de cajou et il y a les amandes. Jusqu'ici, il y avait une forme d'interprétation qui faisait que les droits uniques de sortie étaient appliqués à la fois sur les noix brutes de cajou et sur les amandes. Or, les amandes sont totalement exonérées de DUS, de droits uniques de sortie. Donc, le projet de loi qu'on vient de présenter vient clarifier cela pour dire à tout le monde qu'effectivement, dans la politique d'encouragement de l'État en matière de transformation du cajou, les amandes, qui sont des produits issus de la transformation, sont exonérées. Le texte est adopté à la majorité des députés présents, avec 24 voix pour, 0 voix contre et 14 abstentions. Eux, ils seront peut-être un jour les locataires de l'Assemblée nationale, mais en attendant, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique les a conviés à l'ouverture de la première édition de la foire dédiée à l'emploi et au recrutement. Cet événement est un cadre visant à favoriser l'accès à l'emploi, à la formation et au financement entrepreneurial. Durant 5 jours, les donateurs d'emploi, de stages et de porteurs de projets viendront saisir de meilleures opportunités qui les attendent. La cérémonie a eu lieu ce lundi au Palais de la Culture de Treichville sous les yeux témoins de nous Sangaré. Longue file d'attente au Palais de la Culture de Treichville ce lundi. Dans cette file se trouve Denis Cardioula, titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Il est venu saisir sa chance à la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. J'ai eu l'information par les médias. Et en tant qu'un jeune qui sort de l'école, donc c'est une opportunité. J'ai des expériences professionnelles, mais je suis en quête d'un emploi. Cette fois, la bienvenue. Voilà, on met la chance à nos côtés. Qu'ils soient demandeurs d'emploi, de stage ou porteurs de projets, ils sont venus nombreux bénéficier des opportunités qu'offre cette foire dédiée à l'emploi et au recrutement. Sur place, plusieurs entreprises et cabinets de recrutement. Nous sommes là aujourd'hui pour recruter des jeunes qui veulent faire la reconversion ou la formation. Et puis nous-mêmes, à notre sein, recruter au moins 30 jeunes qui vont travailler dans notre entreprise.
Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est tuyauterie industrielle, chaudronnerie, soudure classique, soudure orbitale et génie civil. Initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette fois est un cadre pour favoriser l'accès à l'emploi, à la formation et au financement entrepreneurial. L'enjeu pour le gouvernement était donc de mettre sur le même espace les recruteurs, les entreprises, les cabinets, les établissements en charge des financements des projets et les jeunes demandeurs. 146 entreprises et cabinets de recrutement dans tous les domaines, BTP, agro-industrie, tourisme, etc. Cet exercice se fera tous les trimestres. L'idée vraiment, c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes, de la question donc, de l'inadéquation formation-emploi, en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse. Cette première journée est meublée par des échanges entre membres du gouvernement et jeunes. Ouverte ce 3 mars, la foire de l'emploi et du recrutement, qui est à sa première édition, va se poursuivre jusqu'au 7 mars. Pour défiler pendant presque une semaine à la foire de l'emploi, faut être en excellente santé. Pour ceux qui se sentent moins d'attaque, cela tombe bien. La présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a procédé à l'inauguration du centre médical spécialisé INE. Situé à Abobo-Biabou, il a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Cet hôpital est doté d'équipements socio-communautaires de premier plan et d'un plateau technique de qualité. C'est une œuvre du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a réalisé avec l'appui financier de la République islamique du Qatar. Herman Guivet. Commune d'Abobo, quartier Biabou. Inauguration du centre médical spécialisé baptisé INE par Kandia Camara, maire de la commune. À ses côtés, Pierre Timba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, et l'imam Cheikh Ahmed Diakité, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Coût total de l'investissement, plus de 1,2 milliard de francs CFA, projet porté par le COSIM. Que ce centre soit géré dans la rigueur, dans le professionnalisme, afin que cet investissement important soit véritablement au service de toutes les populations. Partenaire de cette initiative, le Qatar exprime ainsi sa volonté de contribuer au renforcement des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, reconnaissant à l'État du Qatar pour son soutien au COSIM dans la construction de ce centre de santé. Ouvrir ce centre de santé, c'est bien plus qu'une simple inauguration. C'est un pas en avant vers un accès à des soins de qualité offerts à tous et une réponse aux besoins croissants en matière donc de santé dans cette zone de Biabou et d'Abobo Nord. Le centre médical spécialisé INE de Biabou cadre parfaitement avec la vision du conseil municipal d'Abobo de garantir aux populations un accès aux soins de santé dans un environnement sain et adapté. Je voudrais inviter les populations à fréquenter ce centre médical qui est fait pour elles, mais surtout en prendre grand soin par un comportement civique. Bâti sur une superficie de 4532 mètres carrés, le centre médical spécialisé baptisé INE du quartier Biabou, commune d'Abobo, est le 3e centre médical initié par le COSIM, après ceux de PK18 à Abobo et de Yamoussoukro. On continue de parler ouvrage avec le 5e pont reliant la commune de Cocody à celle du plateau. Il sera fermé à la circulation pendant 4 week-ends maximum. Fermeture de 22h le vendredi à 4h du matin le lundi suivant. Cette décision est prise en raison de travaux de nettoyage avant la remise définitive du pont Ado par son constructeur à l'État de Côte d'Ivoire. On en sait davantage avec Léon Brou. Pont Alassane Ouattara entre les communes du Plateau et de Cocody. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à la rencontre du constructeur. Presque une demi-heure d'échange sur les préparatifs de la réception définitive de l'ouvrage par l'État, puis un consensus. Le pont Ado fermé à la circulation pendant 4 week-ends pour compter de ce vendredi 7 mars 2025. L'architecte a souhaité que l'ouvrage soit blanc. Ils ont nettoyé en bas. Mais il faut pouvoir nettoyer la partie qui est la plus haute. Ils vont laver le pylône avec des détergents. Et si la circulation se fait en même temps, évidemment, l'eau, tout ça va tomber sur les voitures. C'est pour ça que nous avons obtenu de M. le Premier ministre qu'on puisse faire
fermer l'ouvrage sur 3 à 4 week-ends. De 22h le vendredi à 4h du matin le lundi suivant. La fermeture de l'ouvrage uniquement pour son nettoyage, pas pour des travaux de rattrapage ni de réhabilitation. La qualité du pont à dos est irréprochable. Si on avait quelques problèmes sur l'ouvrage, on n'aurait pas laissé l'ouvrage en circulation de lundi jusqu'à vendredi 22h. On allait fermer l'ouvrage, on allait dire attention, il y a un problème. Non, c'est juste pour pouvoir nettoyer le pylône. Pour prouver cette bonne qualité, il aura fallu 1 an de test depuis l'ouverture de l'ouvrage à la circulation pour marquer sa remise provisoire à l'État. La définitive va intervenir après les travaux de nettoyage et sera levée sur le pont à dos la responsabilité de son constructeur. On aborde à présent cette rencontre internationale consacrée à la politique de logements sociaux en Afrique. Des experts, élus locaux et partenaires internationaux ont participé aux travaux. C'était le vendredi 28 février 2025 dans la commune de Port-Boué à Abidjan. Compte rendu signé Juliette Ouya et Ami Sangaré. Déficit de logements estimé à plus de 800 000, dont l'essentiel à Abidjan. Urbanisation rapide, voici la crise que vit la Côte d'Ivoire. Pour trouver des solutions, des experts, élus locaux et autres partenaires internationaux réfléchissent. Partout, l'État ne peut pas tout. L'État peut avec l'apport des élus locaux. Regardez comment est-ce que l'État central peut apporter toute son assistance aux maires et aux présidents des conseils régionaux pour qu'ils puissent prendre en charge également une partie de la réalisation des programmes de logements sociaux. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère de la Construction s'accordent sur une participation des collectivités locales pour réussir les politiques de logement. Et la contribution des collectivités territoriales, notamment les communes, devra peut-être être accrue pour permettre que nous puissions résorber donc les demandes, mais également pour nous permettre de contribuer ainsi à une meilleure organisation du territoire national. Les collectivités territoriales contribuent à l'identification des parcelles destinées aux projets de construction de logements sociaux en particulier. Leur implication permet d'assurer une meilleure intégration de ces projets dans le tissu urbain et d'anticiper les besoins en infrastructures et en services pour les futurs habitants. L'accès à un logement décent est un défi majeur pour l'État ivoirien. Déjà, le 20 février dernier, 1405 logements sociaux et économiques ont été remis à leurs propriétaires dans la commune de Grand Bassam. On ne pourrait parler habitat sans évoquer l'électricité. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua, était ce 27 février à Bondoukou pour la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque. Elle sera d'une capacité de 50 MW et va permettre à 358 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Pour le reportage, Herman Niamia. C'est sur cet espace de 82 hectares que sera construite la centrale solaire photovoltaïque de Bondoukou. La pose de la première pierre qui a lieu ce jour en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a été l'occasion pour le maire de Bondoukou, Anzoumana Ouattara, et le premier vice-président du conseil régional du Gontogo, Ignace Kwasi Kosunu, d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement au profit de la région. Depuis l'accession de son Excellence M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, notre région connaît un développement prodigieux. La construction de cette centrale solaire photovoltaïque de 50 MW va coûter 60 millions de dollars, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Sa mise en service va permettre à 358 000 foyers d'avoir accès à l'électricité. Et au-delà de la production d'énergie, notre véritable fierté réside dans notre collaboration avec les communautés locales. Nous tenons à remercier chaleureusement la population de Bondoukou. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a indiqué que ce projet s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de voir tous les ménages ivoiriens disposer de l'électricité. Le président de la République ambitionne d'ici 2030 d'atteindre ce que nous appelons l'accès universel à l'électricité. C'est-à-dire que chaque habitant de notre pays habite une maison électrifiée.
Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une douzaine de centrales qui seront construites pour nous donner au moins 678 MW avant 2026. Ce projet de centrale solaire photovoltaïque de Bondoukou va créer 300 emplois. Cette centrale solaire fournira plus de 85 gigawattheures d'électricité par an. On parle éducation à présent avec le 3e comité de pilotage du projet CLEF, entendez le Child Learning and Education Facility, s'est tenu il y a quelques jours à Abidjan Plateau. Au travers de cette rencontre annuelle, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, entend faire croître l'indicateur de qualité de l'éducation nationale, surtout le taux d'alphabétisation. Ce projet qui réunit secteur privé et public concerne entre autres 6 régions de la boucle du cacao. Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan, Djamasso et Zia Apollinaire. Le projet Child Learning and Education Facility, CLEF, transforme l'accès à l'éducation dans les régions cacaoyères grâce à un financement de près de 83 milliards de francs CFA. Lors du bilan du plan de travail annuel budgétisé PTAB, le coordonnateur Gabriel Dro a mis en avant des avancées significatives. Notamment plus de 7000 enseignants formés dans les régions de la Nawa et du Lodjibois. 4277 enfants intégrés en classe passerelle, dont 1896 filles. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réaffirmé son engagement pour une éducation de qualité et la lutte contre le travail des enfants. Le projet CLEF, pour la zone de production cacaoyère, c'est la clé pour l'accès à l'éducation, c'est la clé pour l'amélioration des performances des enfants de Côte d'Ivoire, l'amélioration des rendements. Et puis également la formation des enseignants. C'est un projet vraiment, je dirais, complet. Soutenu par les industries chocolatières et des fondations engagées, CLEF bénéficie d'un appui croissant de ses partenaires qui saluent ses résultats. C'est un partenariat inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui vise à améliorer l'accès à l'éducation et à une éducation de qualité pour les enfants. L'apport de la Fondation dans cette année 2025, ce sera également de mettre en évidence cet aspect innovant sur le plan de la pédagogie et de soutenir tout ce qui est mis en œuvre pendant l'année 2025. Présent dans 6 régions de la boucle du cacao, dont la Nawa, le Lodjibois, la Maraoué et le Boclé, le projet continue son expansion pour offrir une opportunité unique d'alphabétisation aux enfants de 3 à 13 ans. On prend à présent la direction de Jacquesville, à 60 km d'Abidjan. Là-bas, un cas de rage canine a été confirmé durant le mois de février dans le village de Sassako. Les ressources animales et les services de santé de la localité ont joint leurs forces pour éviter la propagation du virus. Vaccination d'animaux et même sensibilisation des populations à se faire vacciner après contact canin suspect. Plongeons avec Victorine Yoboué dans le quotidien de ces acteurs qui luttent contre la rage. Une femelle qui était venue dans le village, il a vu que c'était un chien enragé parce qu'il bavait, qu'il y avait une femelle là qui avait mis bas. Donc il est venu là-bas, il a mordu les chiots là, tué. C'est la femelle de mon petit qui l'a mordu. Donc la femelle de mon petit elle était contaminée aussi. Donc on l'a tué. Au fur et à mesure, ça a commencé à prendre le village. On a tué plus de 6 chiens qui étaient contaminés. Malheureusement, les soupçons de Noël sur la présence du virus de la rage canine à Sassako, village à 15 km de Jacquesville, seront confirmés quelques jours plus tard. Nous avons dépêché urgemment nos équipes prendre des échantillons pour les laboratoires. Et ce sont ces échantillons qui ont été techniqués et qui ont prouvé la circulation du virus de la rage au sein de la population des chiens de Sassako. Première action de riposte, la vaccination de tous les chiens sur le territoire de Sassako. La vaccination contre la rage, c'est gratuit, c'est gratuit. Venez vacciner vos chiens. La stratégie mise en place, le porte-à-porte avec 5 équipes composées d'agents du ministère des Ressources animales et halieutiques, ceux de la santé et de l'hygiène publique. Bonjour monsieur, comment vous allez? Très bien. Et vous avez déjà l'information relative à la campagne de vaccination des chiens? Oui. Cette vaccination, c'est contre la rage, parce que déjà, on a enregistré un cas de rage canine chez vous ici. Vacciner les chiens gratuitement contre la rage, on dit merci. Je sais qu'il y a beaucoup de chiens qui errent dans le village. C'est pas sécurisant parce qu'ils se promènent partout, on ne sait jamais.
Cette épineuse question de la divagation des chiens n'est pas propre à Sassako. Les statistiques nationales estiment la population canine en Côte d'Ivoire à environ 9 millions. La moitié est composée de chiens errants, probablement non vaccinés, constituant ainsi des réservoirs de zoonoses. C'est pourquoi la deuxième action de riposte, initiée dans le village de Sassako, est l'identification des personnes qui ont été en contact avec les chiens malades pour leur prise en charge. Nous sommes là pour vacciner l'ensemble des chiens et aussi relever ceux qui ont été exposés pour qu'ils soient pris en charge par l'Institut national d'hygiène publique. Vous avez entendu dire que certains ont consommé la viande de chiens suspects de rage. Dans la manipulation, il se peut qu'ils puissent s'infecter par le virus de la rage. Lorsqu'il y a une suspicion de rage, il faut alerter les services vétérinaires qui sont outillés pour pouvoir traiter la question. Aujourd'hui, la loi prévoit des dispositions pour le bien-être des animaux de compagnie. Et donc, ceux qui ne prennent pas soin de leurs animaux sont passibles d'être traduits en justice. La sensibilisation semble faire son effet au vu des engagements pris par certains propriétaires de chiens. J'ai 5 chiens. Je chasse avec eux. Je ne peux pas mentir. Il n'y a même pas un d'entre eux qui a été vacciné. Le moment quand tu as un chien, tu dois le faire vacciner. Puisque c'est gratuit, cela me permet de faire les économies pour que l'année prochaine, je puisse le faire. Les chasseurs en enregistrent plusieurs dans la localité de Sassako. Avec ce nombre important de chiens, les 200 vaccins prévus n'ont pas suffi. On prie nos autorités politiques et administratives qui nous donnent les doses qu'il faut pour qu'on complète la vaccination et que même les villages voisins soient aussi visités pour que quelques animaux ne puissent pas passer par les mailles du filet. Au vu de ce qui s'est passé à Sassako, la direction départementale des ressources animales et halieutiques recommande la vigilance car la rage est incurable une fois l'apparition des symptômes. Au chapitre politique, la présidente nationale de l'Union des femmes du RHDP a investi 8 bureaux départementaux de l'UFRHDP et la nouvelle présidente régionale du RHDP. C'était lors de cette tournée de mobilisation des femmes dans la région du Cavali. Arlette Badou a exhorté les femmes du Cavali à l'unité pour la victoire du candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2025. Chris Diomandé et Siaka Kone. 8 bureaux départementaux de l'Union des femmes RHDP et la nouvelle présidente régionale RHDP du Cavali, Gueiba Brigitte, sont investis à la place du conseil régional du Cavali. C'est Arlette Badou Kwame, présidente nationale de l'Union des femmes RHDP, qui a procédé en personne à ces investitures. C'était lors de sa tournée nationale de mobilisation des militantes dans la région. L'objectif visé, remobiliser les militantes pour une victoire écrasante du parti au premier tour de la prochaine présidentielle. Nous devons investir les villages, les campements et hameaux, afin qu'aucune voix ne nous échappe. La présidente nationale de l'Union des femmes RHDP a exhorté les militantes à s'engager à fond au regard de l'objectif affiché. On a besoin de vous. On a besoin de vous parce que le président Alassane Ouattara, quand il venait au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire était dans le coma. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réunie, rassemblée, transformée et surtout élevée. Et non seulement nous ne devons pas le lâcher, mais nous devons lui dire merci. 25 octobre 2025, les élections. Un seul mot d'ordre. Faire élire le président Alassane Ouattara au premier tour. Un coup. Le coordonnateur principal du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, a exprimé toute sa gratitude à la présidente nationale pour sa présence en Terre-Ouest. Elle a ensuite lancé un appel aux femmes. Sous sa gouvernance, le Cavali se transforme, le Cavali a changé. 2025, ça se prépare. Et c'est pour cela que notre présidente est là pour vous mettre en mission. Pour que vous soyez les porte-flambeaux du RHDP et de la candidature de notre président. 2 actions majeures ont marqué cette rencontre des femmes RHDP du Cavali. Il s'agit de la distinction des 45 femmes pour le travail abattu dans la région et la remise des motos aux différents bureaux départementaux et à la présidente régionale.
Dans le même élan, l'organisation, la démonstration des Ivoiriens rassemblés en abrégé DIR a entamé une tournée nationale pour appeler les populations à des élections apaisées en octobre prochain. Ce périple a démarré à Bongouanou ce samedi à la place de la République, nous dit Herman Niamia. C'est à Bongouanou qu'elle a dit. La démonstration des Ivoiriens rassemblés a démarré sa tournée nationale pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le choix de cette ville n'est pas fortuit. Lors des élections présidentielles d'octobre 2020, Bongouanou a été une scène de théâtre de violence qui s'est déroulée ici. Et donc il fallait venir donner un message de paix, un message de cohésion à la population. C'est une coalition de 4 mouvements politiques de l'opposition qui forment la DIR. Pour cette coalition, le président de la République, Alassane Ouattara, mérite de remplir pour un autre mandat à la tête du pays. Car selon son porte-parole, grâce à lui, la Côte d'Ivoire connaît une croissance exponentielle dans tous les secteurs. C'est pourquoi il appelle l'ensemble des partis politiques de l'opposition à faire bloc autour de lui pour bâtir la Côte d'Ivoire. Je demande au président Laurent Gbagbo, je demande au président du PDC Tidiane Thiam, je demande à ses opposants de se mettre autour du président Alassane Ouattara. Il apporte déjà tout à la Côte d'Ivoire. Qui se mettent autour du président Alassane Ouattara pour continuer le développement, pour continuer la paix. Comme contribution pour le paiement de la caution du président de la République Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle à venir, le porte-parole de la DIR a fait un don d'1 million de francs CFA au nom du collectif. Cette tournée de la DIR qui a débuté à Bongouanou va s'achever à Abidjan à la place Figayo de Yopougon. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, poursuit sa tournée de rapprochement avec les populations. Après Adjamé et Marcory, c'était au tour des militants de Cocody de communier avec leur leader. Au stade d'Ancré ce samedi, les militants se sont donc mobilisés pour écouter le message de mobilisation de Laurent Gbagbo. Konaté Moussa, Djamasso. Opération Kokoko du PPACI, étape de la commune de Cocody. Les militants ont investi le stade d'Angri pour ce rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo. Par cette mobilisation, nos compatriotes montrent qu'ils ont ouvert la porte et sont prêts à entamer la marche en ramenant au pouvoir le président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Excellence, vos voisins, vos concitoyens, vos électeurs, vos compagnons de route, ils sont à vous et vous écoutent. Dans son adresse aux militants, le président du PPACI s'est prononcé sur divers sujets d'actualité avant d'inviter ses partisans à maintenir la flamme de la mobilisation. Il faut que chacun, à partir d'ici, aille faire campagne pour que nous reprenions le pouvoir. Pour ce grand rassemblement du PPACI, la fête de la Renaissance prévue les 4 et 5 avril prochains à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Hors de nos frontières, le président bissau-guinéen a annoncé lundi soir qu'il serait candidat à un second mandat lors de la présidentielle de fin novembre qu'il entend remporter dès le premier tour. Oumarou Sissoko Embalo a annoncé le 23 février que les élections présidentielles et législatives se tiendraient le 30 novembre prochain. En décembre 2023, il avait dissous le Parlement, dominé à l'époque par l'opposition, 3 jours après des affrontements armés qu'il a présentés comme une tentative de coup d'État. Il avait ensuite fixé au 24 novembre 2024 les législatives anticipées avant de les reporter sine die par un décret présidentiel invoquant des difficultés logistiques et financières. Et puis au Soudan, le pays qui est plongé depuis avril 2023 dans une guerre destructrice est touché de plein fouet par la décision des États-Unis de suspendre l'aide au développement octroyée aux pays les plus pauvres. L'administration Trump entend mettre fin au budget de l'Agence américaine d'aide au développement international, USAID, qu'elle a actuellement suspendu pour 90 jours. Un gel critique pour ce pays. De nombreuses ONG ont exprimé leur opposition et leur inquiétude face à la décision américaine. Selon l'ONU, 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 23h.